Bon les amis, j'ai payé un prix délirant, j'ai enfilé mes petites lunettes 3D et je suis allé récemment voir Avatar, le troisième volet au cinéma dans une salle IMAX, d'où le prix délirant du billet. Mais au final, on va le voir, c'est un investissement qui peut s'entendre, parce que franchement, c'est du très très grand spectacle, avec énormément de défauts, avec également aussi des polémiques qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, alimentées par le réalisateur lui-même, quant à l'aspect politique du film. Est-ce que c'est un film de gauche? Est-ce que les navis qui veulent se défendre contre l'invasion de colons, est-ce que ces navis sont de gauche ou de droite? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors je vais aborder plein de sujets, accrochez-vous un petit peu, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film. Alors premièrement, j'ai envie d'aborder les points négatifs. Alors attention, il y aura des spoilers de tous les côtés. Si vous n'avez pas encore vu le film, eh bien écoutez, je vous conseille de le voir avant de regarder cette vidéo, parce que je vais dévoiler beaucoup de choses de l'intrigue. Alors, ceci étant dit, ça fait une transition assez parfaite. Finalement, dans les points négatifs d'Avatar, troisième du nom, mais en fait ça vaut pour tous les volets, eh bien, il y a un scénario extrêmement prévisible, répétitif et, osons-le, assez médiocre, qui fait que globalement, même si vous entendez ces spoilers, bon, c'est pas non plus quelque chose de complètement improbable et d'inattendu que je vais vous empêcher de découvrir. Voilà. Parce que, effectivement, l'énorme point négatif de ce mastodonte cinématographique qu'est la licence Avatar, c'est bien entendu le scénario. James Cameron et son équipe de scénaristes se sont vraiment pas foulés, avec à chaque fois le même scénario qui se répète, c'est toujours et encore le même film. On a les humains qui sont menaçants, les navis qui se retrouvent dans une position catastrophique, et puis, tout d'un coup, l'intervention divine, le Deus ex machina, Eywa qui se réveille et qui renverse la partie. Donc franchement, c'est du vu et du revu. Et à chaque fois, on est dans le cliché total, avec des personnages caricaturaux, une trame narrative caricaturale elle aussi. Franchement, c'est absolument pas le point fort du film. C'est pas non plus quelque chose qui est dramatique. Je veux dire, c'est classique. Enfin, vraiment, bon, voilà, c'est un mélange de plein de trames narratives qu'on peut retrouver dans plein de films ou de séries qui traitent de cette problématique de la colonisation, de l'arrivée dans un territoire vierge, de la rencontre avec des natifs, bref. Donc c'est pas catastrophique parce que ça fonctionne à peu près, c'est une recette qui est éprouvée, clairement, mais c'est un gros point noir quand même. À noter qu'au-delà de ces clichés dans l'histoire, dans les personnages, dans la voix off, alors là, dans le troisième opus, c'est la voix du fils cadet de Jack Sully qui fait office de narrateur, ce qui change de Jack Sully dans les deux premiers volets. Franchement, c'était l'américain caricatural qui parlait, enfin bon bref, tout ça c'est clairement pas quelque chose qu'on va sauver forcément, mais donc au-delà du cliché général dans tous les domaines de ces films, eh bien, on avait aussi des erreurs scénaristiques qui étaient quand même considérables. Par exemple, dans le premier Avatar, comment est-ce possible que les humains aient réussi à cloner, à étudier un Navi pour reproduire à l'identique son corps, pour faire pousser, entre guillemets, des avatars? Comment est-ce possible d'avoir réussi à répliquer un corps entier de Navi avec toute sa complexité, avec bien sûr aussi le lien qui lui permet de s'unir à des animaux, ou même, plus tard, à Eywa? Bref, comment est-ce possible d'avoir réussi à répliquer ça en si peu de temps? Ça n'a aucun sens. Voilà, clairement, là, il y a un trou scénaristique qui est béant quand même. Autre incohérence scénaristique gigantesque, dans le troisième volet de Feu et de Cendre, pourquoi est-il si difficile de réveiller Eywa pour qu'elle vienne porter assistance aux navis qui luttent contre les vilains humains, etc. Pourquoi est-ce si difficile de la réveiller? Pourquoi Kiri, qui est quand même l'élu, alors c'est un petit peu obscur, on imagine que dans la suite des aventures, on comprendra un petit peu mieux son rôle, mais pourquoi celle qui est l'élu a-t-elle autant de mal à parler à Eywa et à lui faire comprendre à quel point la situation est désespérée, alors que dans le premier volet, Jack Sully y arrive sans trop de problèmes, alors que la situation est beaucoup moins dramatique pour les navis. Donc, tout ça, ça n'a aucun sens. Pareil, autre incohérence scénaristique gigantesque dans le deuxième volet avec Jack Sully et sa famille qui décident de quitter l'endroit où ils sont initialement dans la forêt, où ils ont quand même fondé une famille pendant des années et des années, bon, et ils décident de quitter ça d'un coup d'un seul parce qu'il y aurait un danger avec des membres de sa famille qui seraient menacés, etc. Mais ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire qu'il abandonne le combat avant même qu'il ait commencé. Ça voudrait dire aussi qu'il laisse ses amis, les navis de la forêt, aux prises avec un ennemi quand même extrêmement puissants, sans les aider, en les abandonnant leur sort. Tout ça pour privilégier la sécurité de sa famille, mais enfin, attendez, quand même, il a mis une énorme raclée aux humains dans l'épisode 1, et là, il ne serait pas capable de lutter contre quelques avatars humains. Ça n'a aucun sens. Alors, ça permet de justifier l'exil de toute cette famille jusqu'au peuple de l'eau, donc du coup,
on a ce film, ok, mais la base scénaristique qui conduit à cet exil est complètement absurde. Plutôt que de reconvoquer les clans, redevenir Toruk Makto, et puis remettre une raclée aux humains, il préfère fuir misérablement, en contradiction totale avec sa psychologie interne, enfin ça n'a aucun sens. Donc je vous ai donné un exemple pour chaque volet, mais vraiment comme ça, des incohérences scénaristiques, il y en a un paquet, et honnêtement, ça nuit énormément au film. Il y a aussi quelque chose qui est assez insupportable, c'est le manque de nuances. Voilà, alors, c'est Avatar, on est dans l'industrie cinématographique, c'est pour ça qu'il y a ces clichés, c'est pour ça qu'il y a ces incohérences scénaristiques. Ok, et je sais bien que c'est pas le concept d'avoir un film avec de la nuance, de la complexité, un film même capable d'être sombre. Je sais bien que voilà, c'est pas le sujet d'Avatar. Néanmoins, un petit peu de nuance, ça ferait du bien, je pense. Ça nourrirait le film et ça lui donnerait quelque chose en plus, parce que là, on est quand même sur une histoire extrêmement lisse. Je vais prendre deux exemples de situations où James Cameron aurait pu emmener son film dans quelque chose de plus complexe, de plus sombre, de plus vrai. Premièrement, c'est le moment dans ce troisième volet où Spider peut être tué par Jack Sully, parce que effectivement, on se rend compte que c'est un danger pour les Na'vi, en cela que sa symbiose avec la planète lui a permis de respirer, et si jamais les humains arrivent à répliquer ce phénomène, eh bien, ils pourront coloniser la planète. Donc Jack Sully se rend compte, au bout d'un long processus de réflexion, et en contradiction évidemment totale avec ce qu'il est, mais il se rend quand même compte que la mise à mort de Spider permettrait de sauver la planète. Voilà. Et donc, il se retrouve à deux doigts de le sacrifier. Et au dernier moment, évidemment, il ne le fera pas, mais j'ai trouvé que ce moment-là, franchement, ça aurait donné une profondeur terrible, extrême, au film et au personnage de Jack Sully, en lui apportant quelque chose qui sorte de ce côté extrêmement lisse de la licence Avatar. Alors ça aurait été sale, terrible, presque injustifiable, hein, mais ça aurait donné de la complexité à tout ce bazar, et évidemment, ça n'a pas eu lieu, évidemment Spider s'en est sorti, tant mieux pour lui, hein, bien sûr, mais il y a eu un échec, en fait, de James Cameron, qui, comme Jack Sully, au dernier moment, finalement, a renoncé à commettre un acte. Alors, en l'occurrence, dans l'histoire, qui n'était pas incroyable, parce qu'effectivement, il s'agissait de mettre à mort un innocent, hein, mais James Cameron, il avait l'occasion de faire quand même quelque chose de super intéressant dans son récit, et il l'a pas fait, et je trouve ça quand même un petit peu dommage, voilà. Pareil, pas de nuance aussi pour les Na'vi qui trahissent les autres. Le clan du feu et des cendres qui s'allie avec les militaires humains pour aller combattre les autres Na'vi, les gentils Na'vi, eh bien, évidemment, il est caricatural. On dirait des orques du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont représentés comme des sauvages, comme si la nuance n'était pas possible. Et là, on a la comparaison, bien sûr, avec la colonisation européenne de l'Amérique du Nord, hein, qui s'impose à nous, et il y avait évidemment 10 000 fois plus de complexité dans cette période humaine que là dans ce film de James Cameron. Alors bon, c'est normal, c'est un film, on est sur une licence de l'industrie cinématographique américaine, donc bien sûr que la nuance c'est quelque chose qui est quand même pas complètement au menu, ok, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait l'occasion de montrer que certains Na'vi auraient pu vouloir trahir leur clan, auraient pu être séduits par les humains, la technologie, etc., et il y aurait pu avoir des échanges, enfin bref, il y avait un truc avec de la complexité à faire, mais là on se rend compte que finalement, pour montrer que les humains sont vraiment des méchants très caricaturaux, eh bien il faut que les Na'vi qui s'allient à eux soient eux-mêmes des méchants caricaturaux, un peu les parias des Na'vi qui, pour le reste, sont tous de gentils petits hommes bleus très sympathiques, ou grands hommes bleus très sympathiques. Et voilà, là aussi c'est caricatural, tout comme les humains sont des salauds. Il n'y a pas de nuance là aussi. Il y a évidemment quelques humains qui aident quand même les Na'vi, ok, mais globalement tous les autres sont représentés franchement comme des animaux. Il n'y a aucune place au dialogue avec les Na'vi, on est dans la confrontation pure et dure, il y a la volonté d'écraser la planète, enfin je veux dire c'est ultra caricatural. Et franchement, à cet égard-là, scénaristiquement, quand on prend tout ce que je vous ai dit là, résumé, franchement, bon c'est pas catastrophique, ça se regarde, ok, mais s'il n'y avait pas du grand spectacle à côté, franchement, ça serait un navet. Parce que oui, évidemment, je vous ai parlé des défauts, mais il y a quand même de nombreux points positifs à ce film et à cette licence. On est sur du très, très, très grand spectacle. Alors, notamment IMAX 3D, pour le coup, alors les premières images, on est un petit peu perdu parce que c'est perturbant, hein, la 3D. Et je sais que j'avais vu, je crois, le premier volet en 3D aussi. J'ai pas vu le second en 3D, je l'ai pas vu au cinéma. Mais que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions d'ailleurs,
c'est quand même assez exceptionnel le niveau de spectacle auquel on a le droit. James Cameron fait un boulot qui est quand même assez formidable à cet égard. Au-delà des scènes d'action, du rythme et de la réalisation de manière générale, il y a tout un bestiaire et un ensemble de paysages qui sont extraordinaires, que ce soit dans le premier volet, dans le deuxième volet, ou là dans le troisième, où il y a encore un palier qui a été franchi, je trouve, dans la qualité de tout ça. Faut dire que c'est un film qui est quand même très très réussi à cet égard, avec un sentiment d'immersion dans ce monde magique de Pandora, qui est vraiment exceptionnel. Et j'ai franchement été bluffé par la qualité des effets spéciaux. On est dans un monde magique, onirique. On a des créatures volantes, qui rappellent d'ailleurs un peu celles des mondes d'Aldébaran. J'avais fait une vidéo sur cette bande dessinée culte il y a quelques mois, sur cette chaîne. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe sur cette planète. Et c'est là où les qualités du film l'emportent sur les nombreux et quand même importants défauts, hein. C'est que finalement, bon, déjà, on sait que quand on va voir Avatar, on va pas voir un film d'auteur, déjà premièrement. On sait que le scénario va être caricatural, on sait que ça va toujours être un peu la même chose. C'est attendu. Bon, mais par contre, ce qui sauve complètement la mise, c'est vraiment cette qualité de réalisation, cette qualité des effets spéciaux, cette qualité de l'immersion, notamment dans les combats. Enfin, c'est incroyable. Et avec les lunettes 3D en plus, je les ressors, hein, mais vraiment, on y est... et on en prend plein les yeux, voilà. Bon, je les mets pour la blague, parce qu'elles sont énormes, elles sont drôles. Mais vraiment, j'ai été bluffé par ça. Dans le troisième volet, pour moi, c'est vraiment largement supérieur aux autres. Il y a des combats aériens où on est transporté dans l'action. Enfin, franchement, c'est assez dingue. Donc, en termes de grand spectacle, en termes de richesse de l'histoire, quand même si le scénario est pas incroyable, il y a quand même, en plus de 3 heures de film, il y a quand même plusieurs séquences assez énormes qui se déroule, avec un passage chez les marchands du ciel, avec aussi, dans ce troisième volet, il faut le dire, une réussite qui m'a semblé totale, hein, sur le clan du feu, qui est quand même effrayant, et avec une méchante qui est absolument iconique. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Et j'ai pensé aussi, en tant qu'enfant, en fait. J'ai un peu regardé ce film avec une âme d'enfant, parce que bon, c'est pas que j'ai posé mon cerveau de côté en regardant Avatar, c'est pas ça, mais... je me suis laissé aller, en fait, en sachant que j'allais regarder un film de merde, en fait. Et du coup, ça passe. Voilà. Faut un peu déconnecter, faut pas rechercher la cohérence, faut pas rechercher le génie scénaristique, ni même le génie dans la réalisation, hein, au final. Même si, franchement, il y a des moments qui sont plutôt réussis de la part de James Cameron. Mais du coup, j'ai regardé ça avec une âme d'enfant, et je pense que quand on le fait, eh bien, c'est un film qui est assez exceptionnel. Et donc, on a cette Varang, qui est la chef du clan du feu, qui est extrêmement réussie. Et d'ailleurs, la scène de l'attaque des marchands du ciel par le clan du feu est incroyable. Vraiment, en plus en 3D, je me répète, mais on s'y croit vraiment. C'est un truc de dingue. Pareil, il y a des scènes, là aussi, c'est dans les points positifs du film, hein, mais il y a des scènes massives avec peut-être des milliers de personnes qui sont représentées à l'écran. Je sais même pas à quel point ça a été un casse-tête à réaliser, à tourner, avec aussi des effets spéciaux. Enfin, vraiment, les mecs ont dû... bon, respect au travail des équipes de ce film, parce que ça devait être vraiment du gros boulot, hein, vraiment. Mais du coup, ça donnait des scènes extraordinaires, et franchement, rien que pour ça, le film vaut le coup. Il y aurait beaucoup à dire encore, hein, sur les points négatifs, sur les points positifs, je vais m'arrêter là, et puis j'imagine qu'en commentaire, vous allez vous en donner à cœur joie. Je fais une vidéo qui donne quelques éléments, j'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif de toute manière, sinon il faudrait une vidéo de 2 ou 3 heures, donc c'est pas le sujet. Mais si je devais résumer, entre les points négatifs et les points positifs, globalement, les seconds l'emportent largement, surtout quand on sait à quoi s'attendre avec Avatar, c'est-à-dire des films qui sont magnifiques en termes visuels, en termes d'univers, en termes de réalisation aussi, notamment avec la 3D. Il y a une immersion dans les combats, dans le monde qui est quand même assez exceptionnelle et inégalée, voilà. Mais à côté de ça, bon bah voilà, ça permet d'oublier les défauts cruels du scénario, les caricatures, les clichés qui sont parfois extrêmes, et qui, si on n'avait pas ces côtés positifs à côté, franchement, ça rendrait le film insipide, vraiment insipide, et je déconseillerais d'aller le voir. Là, parce qu'il y a ces côtés positifs, franchement, je conseille plutôt d'aller le voir, et notamment avec des enfants. Alors peut-être pas des petits-enfants, parce qu'il y a quand même pas mal de violence. C'est un film qui est, mine de rien, assez dur, même si, bon, ça reste quand même grand public, hein, mais peut-être pas avant 10 ans, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui pourront peut-être faire peur aux plus petits. Bref, mais en tout cas, c'est un film que je conseille comme une expérience immersive. On débranche le cerveau, on oublie les grands idéaux sur le cinéma, et on se fait plaisir. Alors, il est temps de s'intéresser à un sujet polémique, les amis. Est-ce que la licence Avatar est politique? Eh bien, si on écoute James Cameron lui-même, le réalisateur, eh bien, on se rend compte que oui. Alors, c'est logique, tout est politique à un degré ou à un autre, parfois minime, parfois majeur. Dans le cas d'Avatar, je dirais qu'on est un petit peu entre les deux, avec
une volonté de James Cameron de faire quelque chose de politique. Oui, d'éminemment politique, en cela qu'il y a un discours sur la colonisation, sur les Européens, etc. Bon. Mais en même temps, ça reste quand même avant tout une œuvre cinématographique, ou industrielle cinématographique, on va dire. Et donc, c'est pas non plus le propos principal du film. Mais c'est quand même très fort, et lui-même le reconnaît. Voilà ce qu'il déclarait notamment au moment de la promo du film. Nous l'avons vu à Gaza, nous l'avons vu au Soudan, nous l'avons vu en Ukraine. L'annihilation totale d'un peuple, d'un pays, est une raison de combattre. Pour James Cameron, mais aussi pour tous les observateurs qui ont un petit peu de jugeote là-dessus, on est sur un film qui est au moins en partie politique. Il y a un parti pris qui est très clair dans ce film, c'est le fait de représenter les colons humains plutôt comme des Européens. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. On est dans une période où partout, et notamment à Hollywood, la diversité ethnoculturelle est mise en avant. On veut des acteurs extra-européens, on veut des minorités qui soient présentes le plus possible à l'écran. Et là, étonnamment, mais pas tant que ça, quand on comprend le sous-entendu politique de cette licence Avatar, eh bien, chez les humains, il y a très très peu de diversité. Et d'ailleurs, c'est étonnant, quand on regarde ça, on a l'impression d'être dans les années 80, vous savez, où il n'y avait justement pas cette obligation d'avoir des acteurs extra-européens partout. Et bien là, alors on a quelques figures, bien sûr, qui sont asiatiques, africaines, etc., mais c'est quand même extrêmement mineur. Chez les humains, chez les colons sur Pandora, il y a une immense majorité d'Européens. Et ça, au moment de la diversité obligatoire, c'est déjà quelque chose de politique, c'est déjà un choix. Et de l'autre côté, chez les Na'vi, eh bien, on retrouve des items ethnoculturels qui nous font quand même penser aux extra-européens chez nous sur Terre. Par exemple, les Na'vi s'habillent et se maquillent comme des tribus africaines. On a d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, des cheveux qui rappellent les Africains chez nous. On a des cheveux tressés, on a les dreadlocks finalement, on a également des cheveux crépus chez les fils du peuple de l'eau. Il y a aussi, ça c'est incroyable, une manière de parler de la part des fils de Jake Sully qui rappelle celle des jeunes Afro-Américains. Donc il y a clairement là aussi un message politique. Évidemment, on a aussi des attributs qui rappellent les Amérindiens, mais vous voyez que c'est déjà là aussi, comme pour le scénario, très caricatural, très grossier. On a d'un côté les vilains européens, et de l'autre côté, les gentils extra-européens qui se font envahir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a quelque chose que j'évoquais précédemment, la méchanceté caricaturale des humains, des colons, qui ne cherchent pas à dialoguer, absolument pas, qui veulent détruire, qui veulent brûler, qui veulent incendier, tout ça pour exploiter les richesses de la planète. Et on a des gens qui sont soit complètement stupides, comme le grand patron de l'entreprise RDA, soit des gens qui sont ignobles, qui sont là pour détruire, qui n'ont aucune considération pour les Na'vi, pour leurs croyances, pour leur culture, pour les animaux, etc. Et de la même manière, en face, on a tous les Na'vi gentils et unis, sauf les vilains traîtres qui ont tourné le dos aux autres clans, puisque, évidemment, le fait de se rapprocher des vilains colons européens, ce qui a pourtant existé dans toute l'histoire de la colonisation par les Européens, mais aussi d'ailleurs par les autres peuples, parce que, évidemment, il n'y a pas que les Européens qui ont colonisé sur la planète, au contraire, mais enfin bref, c'est pas le sujet, je vais pas rentrer dans le débat, mais il y a toujours eu, bien sûr, des accointances et des rapprochements entre colonisés et colons, et de la même manière, d'ailleurs, inversement, il y a aussi énormément de colons qui sont tombés amoureux des territoires et des peuples qu'ils ont colonisés. Donc tout est évidemment beaucoup plus complexe, mais là, on est obligé de faire dans quelque chose qui est sans nuance et caricatural, parce que comme ça permet de bien comprendre le message politique de fond, à savoir, les Européens sont des méchants. Je ne dis pas que c'est le seul message politique du film, il y en a bien d'autres. Je ne dis pas non plus, et surtout pas, que c'est le seul message au sens large du film, puisque évidemment il y a plein d'autres choses à dire, mais quand on va dans l'analyse politique, c'est quand même un élément qui est frappant. D'ailleurs, le fait de représenter les humains comme des êtres vicieux et ignobles, globalement, à quelques exceptions près, bon, eh bien c'est une forme de masochisme. Et le masochisme, idéologiquement, à quel courant ça se rapporte? Eh bien évidemment à l'idéologie de gauche, où on a l'ethnomasochisme. Et là, avec James Cameron, on a finalement le masochisme à l'échelle de l'espèce humaine entière, puisque les humains sont des méchants, les extraterrestres sont des gentils, et vraiment, politiquement, ça rappelle l'ethnomasochisme. C'est assez amusant. Alors évidemment, c'est un film, et donc je me répète, parce que sinon on va dire oui, mais vous voyez tout par le prisme politique, etc. Enfin, je pense l'avoir démontré dans la première partie de ma vidéo. Je ne vois absolument pas ce film uniquement du point de vue politique. Mais c'est vrai que c'est un débat qui a fait rage sur les réseaux, donc j'en parle parce que ça m'intéresse. Et il y a des choses à dire qui sont, à mon avis,
quand même pas inutile, hein, mais évidemment que ce film, il n'est pas avant tout politique. Mais c'est un élément quand même que je trouve intéressant à étudier. Pour preuve de ces débats qui ont fait rage sur les réseaux, on a par exemple cette publication du compte Twitter Le Crapaud. Avatar 3 vient de sortir au cinéma. Une bonne occasion de rappeler que ces putains de navis sont d'énormes gauchos bobos de merde et que les humains sont les gentils de l'histoire. Bon, évidemment, tout ça c'est exagéré, hein, bien entendu, l'image est drôle quand même. Ça c'est assez drôle. Et on a quelqu'un de gauche qui répond « Pourquoi les gens de droite ne comprennent-ils jamais rien aux films qu'ils regardent ?» Voilà, vous voyez qu'il y a des débats sur les réseaux, hein. Je vous prends quelques exemples. 16 000 j'aime pour ce tweet. Donc c'est vraiment un sujet quand même dans ce film. On a quelqu'un qui lui répond, quelqu'un de droite. On a très bien compris vos films de gauche. On a juste décidé de rester du côté des humains parce que c'est ce que nous sommes. Autre tweet, un petit peu dans le même genre. L'humanité n'a pas traversé les étoiles pour s'agenouiller devant des merdouilles bleues qui se connectent à un Baobab Data Center par leurs cheveux. Dans cette maison, donc ça veut dire selon moi, le colonel Quaritch est un héros. N'en déplaise aux galactico-gauchistes voulant faire de ces babouins nos égaux. C'est beaucoup trop violent, oh là là. Et puis on a également Régé le gorilla. Alors lui, vraiment c'est un militant de gauche assumé, il le dit lui-même d'ailleurs, donc il n'y a pas tromperie sur la marchandise. La morale des films Avatar, si vous voyez des colons venir vers vous, tuez-les. Banger, conclut-il. C'est-à-dire super moral, quoi. Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, bon, ces débats-là sont un peu stupides parce qu'en fait, oui, c'est un film politique, mais tirer des leçons politiques qui soient applicables au monde d'aujourd'hui en partant de ce film et du matériau de ce film, c'est absurde. Pourquoi ? Parce que le matériau de base est vicié. Je vous l'ai dit, les humains sont présentés comme des salauds caricaturaux et les navis sont présentés comme des gentils. Donc, si on regarde ce film, il est évident qu'on va beaucoup plus prendre le parti des navis que des humains, même en étant de droite, même en ayant les discours là que j'ai pu vous présenter, qui sont un petit peu pour vous montrer qu'il y a du débat, et qui sont eux-mêmes très caricaturaux, évidemment. Et donc, si on reste dans le film, même s'il y a des éléments marrants et pas complètement faux dans ces critiques de droite, bon, en fait, c'est absurde, parce que dans le film, présenté tel quel, les humains sont des salauds, intégraux. Je dis pas que c'est pas critiquable, parce que j'ai évoqué déjà, il y a un masochisme qui est propre à l'idéologie de gauche, qui s'exprime dans cette lecture extrêmement binaire des choses, qui est réalisée par James Cameron dans son film. Donc, oui, il y a des choses qui sont critiquables, mais bon, on va pas extrapoler. Enfin, je veux dire, quand on voit les humains d'un côté qui sont odieux et les navis de l'autre, on est obligé de prendre le parti des navis. Et cette obligation de choix, elle est voulue par un James Cameron caricatural. Donc oui, si on avait eu un discours équilibré, prendre le parti des navis n'aurait pas du tout été obligatoire, loin de là. Mais c'est justement pour ça que James Cameron, il a forcé dans le scénario, dans les clichés, dans la construction des personnages, dans la construction de l'histoire, évidemment que tout a convergé vers la détestation des humains. Donc avoir une lecture de droite pro-humain, on va dire, de ce film est impossible. Ceci étant dit, il y a quand même une lecture politique de droite à faire, parce que les navis représentent un peuple de souche autochtone qui voit des colons arriver chez lui et qui doit lutter contre eux. Est-ce que ça nous rappelle pas quand même la situation, alors, inversée à ce qu'envisagent les gauchistes pour qui la colonisation c'est forcément les Européens contre les extra-européens, ce qui est complètement erroné historiquement, puisque tout le monde a colonisé tout le monde et les Européens ont été loin d'être les pires. Je prends un exemple parmi d'autres, la traite arabo-musulmane qui a été abominable pour les populations subsahariennes. Évidemment que tout ça, ça rentre pas du tout dans la grille de lecture de la gauche, et c'est pour ça que Christiane Taubira, en France, à l'époque ministre, avait déclaré qu'il ne fallait pas enseigner la traite arabo-musulmane aux Français pour ne pas brusquer les gens issus de l'immigration, donc les petits élèves maghrébins, je traduis, fallait surtout pas ramener de la complexité, il fallait rester dans un discours avatar, en fait, même en France. Bref, parenthèse fermée, mais les navis représentent donc un peuple autochtone qui se fait coloniser. Est-ce que du coup, on pourrait pas se projeter dans les navis, nous, en tant qu'Européens autochtones, qui voyons déferler sur notre continent et notre civilisation des millions et des millions d'extra-européens? Alors, évidemment, sont pas tous des méchants d'Avatar, voilà, sont pas tous des gens caricaturaux qui ont pour projet de dominer, de coloniser le pays. Bien entendu, je n'essentialise pas, je ne globalise pas. Je fais pas mon James Cameron. Ok. Ceci étant dit, parmi eux, il y en a quand même une certaine proportion, à définir exactement, qui se voit clairement dans une logique de colonisation, de domination. On peut parler, par exemple, de certains réseaux musulmans qui veulent islamiser l'Europe. Mais au-delà de la question de l'islamisation, il y a aussi la question de la submersion démographique et de la modification du substrat ethnoculturel français et européen ou occidental de manière générale, avec
certains extra-européens qui ont vraiment des visées offensives, presque guerrières, presque colonisatrices. Donc déjà, ça existe. Et puis ensuite, parmi ceux qui, évidemment, sont de bonne volonté et sont pas dans cette logique-là consciemment, est-ce que inconsciemment, ils ne participent pas à un phénomène qui se rapproche un peu de celui qu'on a pu observer dans les films de James Cameron, même si, évidemment, c'était beaucoup plus caricatural. C'est une question qu'on est en droit de se poser, et que d'ailleurs, les Indiens d'Amérique se sont posés au moment de la colonisation de leur territoire par les Européens. Alors là encore, tout était beaucoup plus complexe, et d'ailleurs, les Européens ont quand même apporté à ces tribus qui étaient extrêmement violentes, guerrières. Pareil, ça, les gauchistes sont incapables de mettre de la nuance là-dedans, mais en fait, il y avait une violence endémique, que ce soit chez les Amérindiens du Nord, ou encore plus en Amérique centrale, où là, c'était vraiment sanguinaire, voilà, vraiment sanguinaire. Et donc, les Européens sont venus quand même apporter la civilisation, et on ne peut pas considérer ça comme une mauvaise chose, objectivement. Je sais que ça va faire un petit peu hurler certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, mais je pense que là-dessus, il faut que ces personnes-là arrivent à penser contre elles-mêmes, et acceptent que les sociétés qui étaient présentes avant, franchement, c'était pas la panacée, très, très loin de là. Mais, bref, de toute manière, les Indiens natifs, quand ils ont vu les Européens arriver, bon, il n'y avait pas du tout que des guerriers sanguinaires qui voulaient les éradiquer. Au contraire, le pays était suffisamment grand, il y avait de quoi faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plein de gens qui, peu à peu, animés des plus nobles et des plus belles intentions du monde, très loin des clichés d'Avatar, eh bien, on finit par les supplanter. Est-ce que quelqu'un de gauche appellerait ça autrement que la colonisation ? Je pense pas. Eh bien, nous, de la même manière, on peut tenir ce discours à l'égard des millions et des millions d'extra-européens qui arrivent dans nos pays avec de belles intentions, mais ultimement, le résultat final reste quand même celui qu'ont connu les Amérindiens. Et donc, quand on a ce regard-là sur le film, eh bien, les navis, c'est nous. Ce sont les Européens. Et les colons, eh bien, ce sont les autres. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques, il n'y a pas la même logistique déjà, c'est pas une armée qui arrive, etc. Mais globalement, c'est le même processus. Donc on peut avoir une lecture de ce film Avatar complètement à contre-pied de ce qu'a voulu faire James Cameron et de ce que veulent y voir les gens de gauche, mais on peut avoir une lecture identitaire européenne de ce film. Et là, le tweet de Régé le Gorilla, il prend une toute autre dimension qui est savoureuse. Il nous dit, si vous voyez des colons venir vers vous, tuez-les, cette morale et les bangers. Bah, est-ce que tu donnerais pas là un blanc-seing à tous les patriotes, à tous ceux qui veulent défendre l'identité civilisationnelle de l'Europe, son identité ethno-culturelle, avec ses particularismes millénaires qui sont quand même en danger? Est-ce que finalement, tu leur dis pas qu'ils ont raison de lutter pour la défense de leur identité? Bon alors, que Régé le Gorilla et les gens qui regardent cette vidéo se rassurent, je n'appelle évidemment pas au meurtre. La violence politique, pour moi, c'est quelque chose qui est impensable. Je condamne totalement l'usage de la violence politique. De la violence tout court, d'ailleurs, de manière générale. Mais là, en l'occurrence, on parle plutôt de politique, donc je condamne fermement ça. Vous me verrez donc jamais appeler à tuer tous les colons, comme dit Régé le Gorilla. Par contre, reconnaître la dangerosité de l'immigration extra-européenne massive, reconnaître la nécessité de défendre son identité en prenant des mesures politiques permettant d'en finir avec cette colonisation, comme le dit Régé le Gorilla, eh bien ça c'est quelque chose auquel je souscris, évidemment. Et donc il ne s'agit évidemment pas d'utiliser la violence contre les migrants, et encore moins de les tuer, bien entendu, enfin évidemment. Mais par contre, je suis favorable à une solution beaucoup plus pacifique que celle que préconise Régé le Gorilla, c'est l'expulsion massive de tous ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire. Évidemment, il ne s'agit pas d'expulser l'entièreté, l'intégralité des extra-européens qui sont arrivés au fil des générations dans notre pays. De toute façon, c'est complètement improbable. Et heureusement quand même, il y a eu des cas d'assimilation qui font que, évidemment, il ne s'agit pas d'expulser tout le monde, mais ceux qui ont refusé de s'intégrer, qui sont dans une logique agressive, qui commettent des crimes, des délits, etc., qui sont finalement dans une logique de colonisation aussi, eh bien là, pour le coup, il est normal, sain, légitime et bon de les expulser. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que font tous les pays du monde, y compris les pays maghrébins, les pays subsahariens. Quand il y a des gens qui arrivent en masse et qui modifient le substrat ethno-culturel du pays, qui n'ont aucun respect pour les lois, qui commettent des crimes et des délits, etc., et qui sont dans une volonté d'imposer leurs normes, leur culture, leurs croyances, etc., eh bien ils sont expulsés par les autochtones. Ça fonctionne dans tous les pays du monde et c'est une bonne chose. Donc ce que je propose, c'est beaucoup plus modéré que ce que propose Régé le Gorilla et que ce qui s'est passé sur Pandora. Et tant mieux les amis. Alors un petit mot quand même pour les gens de gauche qui regardent cette vidéo et qui disent
oui, mais bon, c'est pas du tout la même situation. Sur Pandora, on est dans la conquête, alors que l'immigration extra-européenne, c'est pas la même chose. Les migrants sont en train de fuir un pays qui est en guerre, ou alors le réchauffement climatique qui rend leur territoire invivable, etc., etc. Bah oui, mais c'est exactement ce qui se passe dans le troisième volet, puisqu'on comprend que les humains viennent sur Pandora parce que la Terre est en train de mourir. Alors on sait pas pour quelle raison, mais ils fuient une planète qui est en train de devenir invivable. Donc les humains sur Pandora sont des réfugiés. Donc dans la logique de gauche, il faudrait surtout pas se défendre, il faudrait les accueillir. Mais en même temps, on a les gens de gauche qui glorifient les navis qui luttent avec force, avec violence contre les humains, en disant que leur combat est légitime. Ok, mais dans ce cas-là, si on poursuit le raisonnement jusqu'au bout, ça veut dire que le combat de tous les patriotes, tous les identitaires européens, mais là je parle en tant qu'européen, mais à travers le monde, attention, hein. J'ai rien contre le combat identitaire, je sais pas, des Asiatiques, des Maghrébins, des Subsahariens, sur leur sol. Aucun souci avec ça. Mais ce que nous disent nos amis de gauche, c'est que finalement, même si les migrants sont des réfugiés qui fuient leur pays pour des raisons économiques, climatiques, etc., eh bien même si c'est le cas, on doit pouvoir leur refuser l'entrée, et même le faire de manière extrêmement virile. Voilà. Donc finalement, nos amis de gauche, avec leur lecture politique de ce film, eh bien ils nous donnent des arguments à nous, et ça me va très bien. Voilà ce que je pouvais dire sur ce film. Alors il y a tout un volet politique, mais je me répète, c'est quand même qu'une petite partie du film. C'est amusant, voilà, de discuter de tout ça, mais bon, c'est pas l'essentiel. Je pense vraiment que ce film, c'est du très très grand spectacle. Je pense vraiment qu'on est au summum de ce que le cinéma peut proposer, et donc pour moi, c'est vraiment un film à voir. Et faut pas hésiter à mettre un peu quand même. Alors la place est très très chère, hein, c'est autour de 25 € en IMAX, enfin c'est de la folie furieuse, hein, vraiment. Mais avec les lunettes, avec l'immersion, avec le son, etc. Franchement, ça vaut le coup. Il y a une immersion qui est folle dans un monde qui est merveilleux, très 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 bien réalisé, avec des effets spéciaux qui sont sidérants, vraiment. Donc ça vaut le coup. Ça permet d'oublier les trous béants dans le scénario, les caricatures, les clichés, voilà. On est à deux doigts du navet, mais au final, on se retrouve avec un film qui est à voir absolument, je pense, et en salle de préférence. Et voilà, franchement, j'ai passé un super moment en me déconnectant un peu du scénario et en me déconnectant finalement de la politique, et c'était parfait.